Bonjour tout le monde, bienvenue à cet autre cours de B11. Aujourd'hui, dans notre bloc de matière, on va aller voir des nouvelles choses avec des librairies de présentation. Avant, par exemple, de faire ça, on va revenir sur les différents exercices qu'on avait fait avec Express. Ça va être un peu aussi un récapitulatif de qu'est-ce qu'on a fait dans les dernières semaines. On va regarder qu'est-ce qu'on avait demandé comme devoir, puis on va aussi voir comment adapter ce devoir-là pour être capable de utiliser une base de données comme on avait vu dans la vidéo de la semaine passée. Fait que, juste un petit rappel, on est en train de travailler avec un logiciel de serveur. Donc, ça me permet de faire un serveur web. Un serveur web, c'est une application qui va rouler en continu, puis qui va pouvoir répondre à des requêtes externes, habituellement à travers euh, un réseau. Donc, nous, on va pouvoir simuler ces requêtes-là avec un outil qui s'appelle le Thunder Client. Mais le prémisse, c'est que ça pourrait être une autre application, ça pourrait être quelqu'un qui s'en va sur un site web, ça pourrait être une autre application web. Donc, des requêtes d'un peu n'importe où. Fait que si on fait juste un petit rappel de qu'est-ce qu'on avait regardé avec les serveurs Express, on avait vu que on voulait exécuter des programmes avec Node.js, qui est un logiciel qu'on a installé, un interpréteur de JavaScript. Puis, pour être capable d'utiliser cette librairie Express-là, on devait installer la librairie d'Express avec l'outil de gestion de paquets, le Node Package Manager, avec, là ici j'ai mis i, là, mais c'est un diminutif de install qui nous permet d'installer la librairie. Là, j'ai déjà fait, là, on peut voir ici un dossier Node Modules qui est déjà présent, qui est indicatif que j'ai déjà installé la librairie. Donc, la librairie d'Express, quand je vais faire mon petit programme, il y a certains éléments qu'on fait juste réajouter là, de nos autres exemples parce que c'est comme obligatoire. Donc, premièrement, il faut importer la librairie. Donc, une importation, là, comme les using en C#, c'était le require. Donc, on a un require d'Express. Puis après ça, on utilise le constructeur de la librairie. Donc, on utilise la librairie qu'on a importée comme une espèce de constructeur pour avoir un app qui est par convention l'élément qu'on va configurer pour notre serveur web. Donc, c'est lui qui va s'exécuter, puis c'est lui qui va configurer les différentes routes, les différents chemins que je vais pouvoir utiliser quand je vais partir le serveur, puis je vais vouloir répondre à des requêtes. Donc, on a dans cette partie-là, ça c'est le début qui est juste tout le temps obligatoire. Puis on avait aussi la fin qui était obligatoire, qui démarre le serveur. Donc, c'est ça qui va partir la boucle infinie. Donc, on avait dit que les serveurs, c'était comme une boucle infinie qui attendent des nouvelles requêtes. Donc, le listen me permet d'avoir ce démarrage de serveur-là. Puis, avant de démarrer le serveur, il va falloir configurer le dit serveur. Puis, c'est là que viennent les différentes configurations de route. Donc, à partir de notre app, à partir de notre objet principal, on va avoir des méthodes qui vont représenter les différentes requêtes, pour les différentes méthodes HTTP. On avait vu qu'il y avait différentes méthodes HTTP quand on fait de la communication sur Internet. Le GET, c'est ça qu'on utilise le plus souvent, mais il existe aussi le POST qui me permet d'envoyer des informations. Donc, le GET a besoin d'avoir comme méthode. Donc, je dis, je veux gérer une nouvelle requête de type GET. Voici comme premier paramètre le chemin
qui va devoir être utilisé pour que cette requête-là soit répondue avec cette réponse-là. On avait jasé aussi la semaine passée que l'ordre dans lequel ils étaient écrits était importante. C'était un peu une priorité. Donc, c'est comme quand je fais les différentes configurations, c'est comme un gros if. Il va essayer le premier, après ça, il va essayer le deuxième, après ça, il va essayer le troisième, et ainsi de suite. Donc, on avait des chemins, puis à l'intérieur des chemins, on avait vu qu'on avait la possibilité d'avoir des éléments variables qui étaient délimités par un 2 points suivi d'un texte pour être capable de dire, ben ici, si c'est /API, n'importe quoi d'autre, ça va répondre à ce chemin-là de cette configuration de route-là, de cette configuration de requête get-là. Ça, c'était le premier élément du get. Comme deuxième élément, on avait la réponse qui allait être générée. Donc, la réponse, c'était une fonction qui allait être comme activée, qui allait être exécutée quand cette requête-là allait être rencontrée. Donc, on utilisait des arrow functions. Donc, on avait vu qu'en JavaScript, on peut avoir des blocs de fonctions qui sont des expressions. Puis une manière de représenter ces fonctions d'expression-là, c'est avec les arrow functions. Donc ça ici, c'est comme décrire une fonction qui va être exécutée dans le futur. La prémisse, c'est qu'on a les différents paramètres d'entrée. On a ensuite la flèche, qui est le égal suivi du plus grand que. Puis ensuite, on a les accolades avec les différentes opérations à faire à l'intérieur. Donc, cette fonction-là va toujours avoir les mêmes paramètres d'entrée. Donc, les deux paramètres d'entrée qu'on représente ici, il y en existe d'autres, mais nous, on les verra pas. Là. On pourrait en mettre un troisième là, si on a besoin de quelque chose de spécifique, mais nous, on ne le regardera pas. Mais nous, on en avait deux. Okay? Donc, le premier qui allait être la représentation de la requête. Donc, quand on rentre sur ce chemin-là, les informations de la requête, les informations de la personne qui demande « OK, ben je veux cette route-là », vont être stockées dans cet objet-là. Puis, en fait, on le voit en action quand on a un élément variable dans notre route ou qu'est-ce que la personne a rentré, ça va être dans la requête, en fait, dans la propriété params, puis ensuite dans la sous-propriété qui est le nom que j'ai mis dans l'élément variable. Donc, on a le premier qui est toujours la requête. Des fois, on n'en a pas besoin. Là. Dès qu'on sait qu'on est à ce chemin-là, on sait qu'est-ce qu'on veut faire. Puis, on a comme deuxième paramètre la réponse. Hein? Donc, ici, c'est des diminutifs. C'est request, requête, puis response, réponse. Le res, c'est du début de response. Donc, avec la réponse, il va y avoir une méthode fondamentale qu'il faut utiliser dans Express qui va être la méthode send qui va nous permettre de renvoyer une réponse. Donc, le send doit être utilisé juste une fois. On avait vu la semaine passée, là, en regardant le code de certaines personnes, si tu l'utilises, mettons, dans une boucle, ça ne fonctionne pas. Là. Donc, le send doit se faire seulement une fois. Si tu as besoin de construire quelque chose avec une boucle, tu vas le sauvegarder dans une variable, puis une fois que ça va être construit, tu vas pouvoir l'envoyer avec le send par la suite. Donc, la méthode send me permet d'envoyer la réponse que je veux avoir, que ce soit du texte, que ce soit une structure de données plus complexe, comme un tableau, comme un objet, comme quoi que ce soit que je voudrais renvoyer. À partir de là, on s'était laissé avec un petit devoir, un petit exercice à combler. Donc, on s'était fourni d'un fichier de citation, puis on s'était donné le code pour être capable de importer ce fichier de citation-là dans nos applications d'Express. Puis, on voulait avoir 3 différentes routes qui me permettaient d'avoir toutes les informations, seulement les informations d'une citation spécifique avec un numéro, puis une citation décidée de manière aléatoire.
Donc, on va regarder comment refaire ce petit projet-là ensemble. Puis après ça, on va regarder comment l'adapter pour reprendre les informations de la semaine passée, puis de connecter ça à une base de données avec MongoDB. Ici, je veux quelque chose. C'est certain. Comme ça. OK. Fait que on commence, puis on a 3 différentes requêtes à faire. Donc, on avait une première requête qui était juste d'avoir toutes les différents quotes. On va les tester à chaque fois. Là. Donc, juste si on veut le tester rapidement, là, je peux partir mon petit serveur à partir de mon terminal. Si je suis dans le bon dossier, je peux utiliser Node pour exécuter le fichier sur lequel je suis en train de travailler. Puis une fois que le serveur roule, il roule de manière continuelle. Puis moi, j'ai configuré une route que je peux tester avec le Thunder Client en utilisant la même route que j'ai configurée. Puis je devrais avoir ici juste le send que j'ai spécifié. Donc, si je veux envoyer les quotes au complet, ben, ça serait de renvoyer le bloc au complet, tout simplement. On a ici la liste de toutes les quotes. Si je veux faire une modification, on n'oublie pas qu'avec Express, il faut sauvegarder, puis il faut recharger le serveur au complet. Donc maintenant, si je vais chercher quotes, j'ai tout le document au complet que je pourrais avoir. En passant, si on voulait être capable de juste aller prendre, admettons, la partie des citations. Hein, des fois, il y a du monde qui voulait juste aller chercher les textes, renvoyer, mettons, un tableau de chaîne de caractères. On pouvait créer un nouveau tableau qui allait avoir seulement les citations. Donc ici, je pourrais remarquer, mettons, text quotes, qui serait un tableau vide. Un tableau vide. Puis là, après ça, je pourrais avoir je peux avoir le for. Il manque pas des On a ici. parenthèses Oui, c'est ça. Là, avant ici, j'ai oublié mes parenthèses. Comme ça. Puis là, à l'intérieur, ce qu'on peut faire, c'est faire le text quotes. Puis on rajoute q.quote dedans. Puis avec ça, on devrait avoir le text quotes. Oups. Append. C'est pas append, c'est push. Je me suis trompé de langage de programmation. Ça arrive quand on a trop dans la tête. Et ça. Hein? C'est pas in que je veux, moi là, c'est
of, je crois. C'est Ah, off. ouais, c'est off. Ouais. Play. Hop, et voilà. Fait qu'on a les différentes quotes qui sont juste une liste d'éléments. OK? En fait, ce que je voulais vraiment vous montrer ici, c'est que cette partie-là, là, où je me crée un tableau de différentes, un tableau vide que je remplis d'une transformation de mon élément initial. En JavaScript, il existe une méthode qui me permet de faire ça de manière automatique. Donc, on va aller regarder la méthode. each? Ben, c'est le for each me permettrait de juste pas avoir la boucle, mais il y en a une qui est encore plus puissante qui va directement me retourner exactement la reconstruction du tableau. OK? Donc, oups, c'est pas le bon map. Moi, je veux le map du array. Exact. Fait que le principe du map, c'est ça me crée un nouveau tableau avec le même nombre d'éléments que mon premier tableau, mais avec une transformation de chacune des valeurs. Hein? Comme ici, la transformation, c'est que c'est un objet de 2 éléments, puis moi, je voulais juste aller chercher un sous-élément à l'intérieur. Puis, qu'est-ce qui est intéressant avec le map, c'est que je le fais directement à partir de mon tableau initial. Hein? Donc, je peux voir ici, j'ai un tableau initial. Je fais, sur le tableau, je fais la méthode map. Puis, qu'est-ce que le map y reçoit? Il reçoit une fonction fléchée. Hein? Donc, il reçoit une fonction qui va faire sur chacun des éléments. Fait ici, petit rappel de la fonction fléchée, on a à gauche les paramètres d'entrée. S'il y en a juste un, on n'a pas besoin de mettre de parenthèse. Fait qu'on voit ici qu'il y a juste un élément, hein, qui va être l'élément sur lequel on va travailler. Donc, dans ce cas-ci, le X, il va prendre tour à tour 1, 4, 9 et 16. Après ça, on a la flèche. Puis si on n'a pas besoin non plus d'accolade, si on a une seule instruction qui est le retour directement de la fonction. Donc ici, ça retourne la valeur initiale fois 2. Donc la prémisse de ce map-là, dans cet exemple-là, c'est que ça va prendre un tableau, ça va prendre chacune des valeurs de ce tableau-là, ça va les multiplier par 2, puis ça va me retourner un tableau de même taille, donc avec toutes les valeurs multipliées par 2. Fait que si je prends, puis on peut voir ici le test, si je le run, on peut voir le résultat est effectivement un tableau avec toutes les valeurs initiales multipliées par 2. Fait que si je prends cette connaissance-là, puis je veux l'appliquer à qu'est-ce que j'ai fait ici, ben, le text quotes à la place, je peux dire que c'est mes quotes, c'est un map, puis de mon élément, ok, donc je peux lui donner le nom que je veux, là. Je veux aller chercher juste la partie de quote de cet élément-là. Donc, j'ai pu remplacer ma boucle par une version plus simple, puis on peut voir que ça me donne le même résultat. Puis là, même si je veux être un coup plus profond, je peux dire, ben, pourquoi est-ce que j'ai une variable intermédiaire? Je peux tout simplement mettre le quote map directement à l'intérieur de mon send pour aller chercher exactement encore une fois la même prémisse de je veux juste les citations avec un map. Donc, le map est une méthode intéressante sur les tableaux. Il y en existe d'autres qui travaillent avec les fonctions fléchées comme ça. Un autre qui est souvent intéressante, c'est le filter. Filter. Qui va être un peu le même principe, où c'est que je vais pouvoir faire quelque chose sur toutes les cases, puis être capable de créer un nouveau tableau de cette réponse-là.
Mais le principe ici, c'est que ça va sélectionner des éléments par rapport à une condition. Donc, si je veux filtrer des éléments d'un tableau, ça me permet de faire ça facilement. Donc, limit, delete, blablabla. Là, ça dit, je veux juste les mots qui vont avoir une taille de plus de 6, puis ça me ressort juste ceux que je voulais. Oups. Excellent, excellent, excellent. Fait que ça, c'était notre premier petit problème. Le deuxième problème, c'était d'aller chercher une citation spécifique à partir d'un nombre. Donc, même principe, on a le slash quotes, mais après ça, il fallait avoir le ID. Donc, on a un élément variable, on utilise 2 points. Ensuite, on a notre fonction fléchée, c'est recrez, qui va représenter notre réponse. Puis, à l'intérieur, on a le ID, hein, qui va être dans la requête, dans les éléments params qu'on a vus, puis qui va être dans l'élément que moi j'ai spécifié ici. Puis une fois que j'ai cette information-là, je peux formuler ma réponse en allant chercher juste celui qui est spécifique à ce que je recherche. Donc si on pose ça, on repart notre serveur, on essaye avec quotes, mais avec une valeur quelconque, on reçoit un quote spécifique qui est en fait le numéro du quote dans la liste. Fait qu'après le premier, ça a été un petit peu plus facile. Là, le troisième, c'était avec slash quote slash random. Un des problèmes qu'on a beaucoup vu au début de la session de la semaine passée, c'est qu'il fallait faire attention à l'ordre des configurations. Donc, puisque cela est très général, n'importe quoi après quotes, que du texte, des valeurs, va être considéré. Si je veux en avoir un qui a un texte spécifique, il faut que je le décrive, il faut que je le configure avant l'autre élément qui est plus général. Donc ici, je peux avoir le app.get, on a notre quotes random, oups, slash. On a notre fonction fléchée de requête réponse. Puis à l'intérieur, il fallait trouver une valeur aléatoire. Donc, pour trouver une valeur aléatoire, on pouvait chercher un petit peu, là, savoir comment trouver ces valeurs-là aléatoires. Si on regarde, il y avait une fonction random qui existe pour me retourner une valeur aléatoire. Puis justement, dans les exemples, on a une fonction qui me retourne des valeurs automatiquement de 0 jusqu'à la valeur exclue, qui est exactement ce que nous, on a besoin. Donc, on pouvait reprendre cette petite fonction-là, juste l'insérer avec nos autres fonctions. Puis à partir de là, je voulais avoir une valeur qui est aléatoire. Donc, je peux envoyer un quote, mais là, à l'intérieur, il me faut un ID quelconque. Là, je pourrais mettre plus de stock dedans, là, mais on va le faire à côté. Donc, juste à côté, on peut utiliser notre fonction de, ici j'ai appelé get random int. Puis, ce qu'on veut avoir à l'intérieur, ben, c'est en fait la taille de notre élément derrière. Alright. On réessaye ça. Le 54 marche toujours. Puis si je marque random,
ça m'en donne un aléatoire. Puis si je renvoie le random, à chaque fois que je clique sur random, ça m'en donne un nouveau. Fait que ça, c'était qu'est-ce que nous, on avait comme petit devoir évalué. On va aller voir comment modifier ça pour être capable d'avoir une version qui se connecte à MongoDB. Donc, je vais juste prendre la solution que j'ai ici. Donc, la prémisse reste la même. On va voir qu'on a les mêmes, les mêmes routes, mais à l'intérieur, puis on a la même fin où c'est qu'on termine notre application. On a le même début avec l'importation de notre application, mais après l'importation de Express, il va falloir être capable d'importer les librairies de Mongo aussi. Donc, on a ici notre partie initiale de importation de la librairie, comme on l'avait vu dans la vidéo de la semaine passée. Puis après ça, on a les configurations de la dite librairie qui utilise un URL. Donc ici, moi, j'ai une installation locale, mais si vous avez une installation en ligne, là, vous pouvez aller chercher le lien de votre installation en ligne avec le nom d'utilisateur, le mot de passe, pour l'insérer ici. C'est ce qu'on appelle le connection string. Une fois qu'on a ces éléments-là de fait, il faut être capable d'aller travailler avec cette librairie-là. Donc, on doit se connecter à une librairie, on doit se connecter à une base de données de Mongo qui est déjà semi-existante, donc dans laquelle on a nos différentes citations. Donc, dans mon cas, j'ai déjà une librairie qui existe. Donc, si, mettons ici, je vous remonte, on a, donc, avec MongoDB Compass, on a les différentes stations. Je suis certain, ça, vous avez déjà, vous m'aviez dit que vous aviez déjà utilisé MongoDB, donc Mongo Compass, c'était un thumbs up. On sait où c'est qu'on s'en va avec ça. Oui. Excellent. Donc, je me suis connecté à ma base de données locale. Puis, à l'intérieur de cette base de données-là, je me suis créé une base de données citation dans laquelle j'ai une collection citation. Puis ici, j'ai importé un fichier directement. Là. Le fichier JSON de quotes, tu pouvais directement l'importer pour avoir le résultat où c'est qu'on a les différentes citations à l'intérieur de notre base de données. Donc, on a une base de données qui s'appelle citation avec une collection qui s'appelle citation à son tour. Fait que pour se connecter, on avait vu le code qui nous permettait de faire ça. Donc, une fois qu'on est connecté, on veut être capable d'avoir un accès à la base de données citation. Puis de la base de données citation, je veux aller chercher la collection citation, donc qui me donne une variable qui va représenter un objet, en fait, là, la collection sur laquelle je vais pouvoir faire des requêtes. Donc, en gros, pas mal les mêmes genres de requêtes qu'on avait vu avec, que vous avez sûrement utilisé directement avec MongoDB. Donc, MongoDB puis le JavaScript, le JSON, c'est très, 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 très proche. Donc, ça marche très facilement dans la même syntaxe. Donc, quand on veut aller chercher des informations, je vais pouvoir faire un collection, puis là, je vais pouvoir utiliser les différentes commandes de Mongo pour être capable d'aller chercher ce que j'ai besoin. Donc, on avait vu aussi qu'il fallait avoir le principe du async await quand on travaille avec des bases de données.
puisque c'est des requêtes qu'on dit asynchrones qui peuvent prendre du temps, il faut être explicite en disant je suis prêt à attendre pour cette information-là. Donc, on mettait les fonctions fléchées en tant que fonctions asynchrones, puis on disait tu peux attendre ici, c'est correct, je suis prêt à attendre pour le résultat. Donc, on a, à partir de ma collection, hein, que je me suis créé à la connexion de ma base de données, j'ai ensuite les différentes fonctions, donc un find qui me retourne des résultats. Là, moi, je dis, je veux que tu me mettes ça dans un petit tableau là, pour que ça soit un résultat que je peux renvoyer. Là, ici, on peut voir que j'ai fait un deuxième map pour des raisons assez simples. Quand c'est à l'intérieur de mon GoDB, si je fais un find, lui, il va me redonner les informations qu'il a prises, incluant le ID que lui a généré automatiquement. Puis cette information-là, c'est une information qui est arbitraire, qui a été créée de manière complètement aléatoire. Donc, on ne veut pas nécessairement la renvoyer quand on fait cette requête-là. Fait qu'ici, je réutilise le map qu'on a vu tantôt pour être capable d'aller prendre juste le quote et juste l'auteur, ne pas avoir d'autres informations avec ça. Parfait. On aurait pu Après ça, utiliser une oui. projection aussi dans la requête. Oui, donc ici tu parles pour une meilleure sélection là, ou tu parles pour... Mais pour enlever l'idée, utiliser la projection. Oui, oui, Dans le fond. effectivement. Donc on aurait pu aussi changer la requête juste pour nous retourner les éléments qu'on voulait spécifiquement. Après ça, on avait les versions random. Donc là, à place d'aller chercher la taille et d'utiliser le max, il y avait différentes fonctionnalités. Là. Donc ça, c'est peut-être des choses que tu peux aller rechercher si tu ne les connaissais pas. Donc, Mongo a la possibilité d'avoir l'option sample qui me donne une valeur aléatoire. Donc, le sample de 1, donc ça va me chercher une case aléatoire pour me donner un résultat donc aléatoire dans mes quotes. On a ensuite le quotes ID avec un numéro. Donc, par défaut, les bases de données de Mongo, ce n'est pas des éléments qui sont séquentiels. Là. Fait que tu peux aller le chercher par ID directement, ou sinon, moi, j'ai fait une version où c'est qu'il allait au début, puis on allait juste avancer séquentiellement par rapport au numéro du ID, qui allait donc me donner la citation que je voulais, puis la retourner. Donc là, ici, c'est des passe-passe de MongoDB. C'est pas ça le but ultime du cours. C'était juste pour voir qu'on était capable de faire la même chose, puis d'avoir notre deux couches de serveur, puis notre couche de base de données. Fait que ça fait pas mal le tour de notre petit exemple. J'ai une question de Rémi. Est-ce que ce fichier-là, tu pourrais nous le partager, s'il te plaît? Oui, certainement. Je vais le déposer à l'instant même dans le chat de Zoom. Puis vous allez pouvoir directement le télécharger de là. Excellent. Donc, jasons un peu, avant de prendre une première petite pause, de où on s'en va. Parce que là, on a... où est ma fenêtre? Donc, si on fait un petit retour sur qu'est-ce qu'on connaît maintenant, on a le principe de serveur express hein, qui nous a permis de vraiment construire ici, donc dans notre application multicouche, on a vraiment travaillé avec le principe de couche logique, couche business avec Express. On a vu la manière qu'on allait transiger de l'information
avec des requêtes HTTP comme des GET. Puis la semaine passée, on a vu comment connecter cette application de serveur-là à une application de base de données pour être capable de recevoir une requête, fournir la requête à la base de données, prendre le résultat de la base de données, puis de renvoyer une réponse. Fait que ce qui nous reste à regarder, puis ce qu'on commence à regarder cette semaine, ça va être la couche de présentation. Donc, la couche de présentation, c'est un élément qui va pouvoir recevoir des informations, puis être capable de les présenter d'une manière qui est visuellement acceptable pour un utilisateur. Donc, jusqu'à présent, on travaillait avec des données, hein, on travaillait avec des éléments en JSON. C'était pas la chose la plus visuellement traversable, mettons, pour un être humain. En tant que programmeur, ça s'arrange un peu, mais pour un être humain, de juste recevoir un JSON, c'est pas exactement très beau. Donc, il faut être capable de prendre ces informations-là, puis les présenter. Donc, ici, on va utiliser ce qu'on appelle des applications web, okay, pour être capable de créer des couches de présentation qui vont être capables de communiquer après ça avec notre couche business, puis avoir une application complète, hein, ce qu'on appelle un full stack application. Fait que la couche de présentation qu'on va regarder, nous autres, c'est la couche de présentation pour des applications web la plus répandue, puis la plus populaire, qui s'appelle React. Fait qu'on va apprendre comment créer des applications web avec React, puis être capable de construire des applications full stack. On va regarder ça, par contre, en revenant de la pause. Donc, on se prend une petite pause. On revient à 14 heures. Donc, à tout de suite, tout le monde. Et c'est reparti. Donc, on s'était laissé avec la prémisse qu'on allait changer un petit peu de vitesse. On avait regardé comment créer une couche business, puis on était rendu à regarder la couche de présentation. Donc, dans notre cas, la couche de présentation, ça va être une application web, donc un framework de présentation web. Celui qui est le plus utilisé aujourd'hui, c'est React.js. Donc, on peut regarder React. C'est quoi le principe? C'est une librairie JavaScript pour construire des interfaces utilisateurs. Fait que c'est une petite compagnie, ok? Peut-être que vous en avez entendu parler. Facebook qui a créé cette librairie-là. Donc, si c'est une farce, Facebook, c'est très gros, quoique de ce qu'on entend dans les nouvelles, peut-être que ça va pas passer longtemps avec Meta qui perd des milliards de dollars, mais c'est quand même beaucoup d'ingénieurs, beaucoup de pensées. Puis quand il est en train de développer Facebook, puis les différents autres produits comme Instagram, comme WhatsApp, et ainsi de suite, il voulait avoir une manière facile de construire des applications web. Donc des applications qui étaient facilement designables, donc que la conception était facile, et que les éléments qui allaient être interactifs, les éléments qui étaient avec des données dynamiques, allaient être faciles et conviviales à gérer. Ce qui n'est pas du tout le cas parce que, normalement, parce que la base sur laquelle le web puis les sites web est basé, le HTML, n'a pas de composante dynamique. Donc, c'est pas capable par défaut de représenter les informations d'éléments changeants à travers la vie du site, à travers la vie de l'application. Donc, React, ça veut être une librairie JavaScript qui est capable de représenter des sites web en JavaScript d'une manière facile et conviviale. Donc, pour être capable d'apprendre React, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec Express, on va aller voir la documentation officielle.
Donc ici, la documentation officielle, ils viennent tout juste de sortir une nouvelle version là, dans la dernière année. Il y a une partie qui n'est pas encore complétée, mais nous autres, c'est les éléments avancés que nous, on ne touchera pas, là. Fait que nous, on va aller voir la documentation de React à beta.reactjs.out. Je vais vous envoyer le lien directement dans notre chat si vous voulez suivre en même temps. Puis nous autres, de cette documentation-là, on va vouloir apprendre des choses. Donc, on va aller regarder un peu comment ça fonctionne, React, les composantes, puis la gestion d'applications web. Donc, si on commence, la première chose, c'est on va vouloir faire une espèce d'Hello World, juste voir qu'est-ce qui se passe. Donc, on est capable de le faire de différentes manières. En fait, dans l'environnement d'apprentissage, tout ce qui est du code va avoir le résultat en dessous, puis tout est modifiable. Donc, si je change quelque chose dans les exemples de code qui vous sont donnés, vous allez pouvoir voir directement la modification. Puis, si tu rentres quelque chose qui a des erreurs, ça te donne l'erreur de manière complètement dynamique. Donc, on peut travailler à l'intérieur des exemples pour tester des choses, pour regarder comment ça fonctionne, mais on est aussi capable de l'avoir de manière locale, un peu comme qu'est-ce qu'on a fait avec Express. Mais pour être capable de faire ça, il va falloir aller chercher un petit peu plus d'informations. Pour aller travailler avec ça, on va utiliser. Il y en a un qui est décrit ici, là, mais il est un peu lent, puis il y a comme trop de stock pour rien. Là. On va aller en chercher un qui est un petit peu plus rapide et convivial, qui s'appelle Vite. Donc, le principe de Vite, c'est d'être capable de créer une application. OK? Puis, cette application-là va avoir besoin de, contrairement à Express, on va avoir besoin de plusieurs différents fichiers. Donc, on va avoir besoin d'une espèce de squelette qui va être créé de manière automatique pour nous avec la commande qui est disponible ici. Donc, je vais vous la copier dans le chat. Donc, là, ici, nous autres, le template, il y en a différentes versions. Là. Nous autres, on veut utiliser le template de React. Donc, je vais copier la commande disponible ici. Donc, cette commande-là, tu la fais une fois quand tu commences ton projet. Puis après ça, on va voir qu'on a d'autres commandes pour exécuter le projet. C'est un peu le npm install. Là. En fait, c'est une partie du npm install. Fait que on peut le faire dans notre dossier. Donc, encore une fois, le but ici, c'est dans un dossier quelconque. Okay? On ne met pas de fichier préalable, on ne met pas rien. On a le npm create à la place du install parce que ça nous crée un projet. On utilise cette application-là pour le créer. Donc, vite, puis le @latest, c'est juste d'utiliser la dernière version. Ensuite, je donne un nom à l'élément. Donc, ce nom-là, là, ça va être un dossier qui va être créé dans lequel le projet va être installé. Okay? Donc, c'est là qu'on va aller pour aller le travailler. Donc, si tu peux le nommer devoir 1, cours 5, des choses comme ça. Puis ensuite, on a le template React qui fait en sorte que ça va être une application web avec React et qu'est-ce que nous, on regarde. Fait que quand on exécute ça, ça me dit, veux-tu faire les choses? Oui, je veux faire les choses. Puis, je peux voir ici que c'est ce qu'il appelle le scaffolding, là, de l'échafaudage. Hein, c'est de créer le squelette, de créer tous les fichiers de base. Je peux voir ici qu'ils ont créé un nouveau dossier qui s'appelle le MyViewApp. Hein, c'est le nom que moi j'ai donné ici. Donc ici, j'aurais pu appeler ça patate, puis j'aurais eu un dossier patate. Si j'avais nommé un dossier ici devoir 1, ça serait le dossier devoir 1. C'est le nom de ton application. Puis, ça nous dit, une fois qu'on a terminé ça, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Donc, il faut que je roule 3 éléments.
il faut que j'exécute 3 commandes. Une pour aller dans ce dossier-là. Donc, là, on est dans le dossier, pas de notre projet, mais où c'est qu'il a mis le dossier du projet. Une fois qu'on est dans ce dossier-là, on va juste rouler la commande npm install. Donc, lui, il a déjà préparé une liste d'autres choses à télécharger. Fait que nous, on fait le npm install, ça va tout télécharger ces différents modules-là automatiquement. Donc ça, c'est à faire comme une fois. Puis une fois que tu es à l'intérieur, pour démarrer le projet, ça va être le npm run dev. Donc, on va faire ça. Donc, on va premièrement aller dans le dossier de notre projet qu'on vient tout juste de créer l'échafaudage. Donc, ça, c'était la première commande qui était demandée. La deuxième commande, ça va être un npm install. Donc, ça peut prendre 1 ou 2 minutes, dépendamment de la vitesse de ton ordinateur. Donc, ça l'a téléchargé les différentes librairies nécessaires. Puis, une fois qu'on a ça, je vais avoir le npm run dev. Donc, à la place de faire Node avec le nom d'un fichier, puisque tout a été configuré automatiquement, là, puis on va regarder un petit peu ce qui se passe à l'intérieur de ce fichier-là, de ce dossier-là, dans un instant. Mais le npm run dev va être capable d'exécuter notre programme. Donc, on a le npm run dev, on l'exécute, puis ça va être comme notre serveur. Ça va nous faire un serveur d'application web, puis on va pouvoir aller le visiter, celui-là, avec notre navigateur. Parce que le but de couche de présentation, c'est qu'un utilisateur soit capable de voir le résultat. Donc, dans ce cas-ci, ça nous donne une adresse que je peux utiliser pour aller voir directement. Hop. On va les mettre côte à côte. Donc, on a ici, on regarde un petit peu, la page elle-même. Donc, on peut voir ici l'adresse. C'est l'adresse qui était spécifiée. Donc, on peut voir qu'on a les deux à l'intérieur. Puis là, ça nous demande, OK, si je veux faire des choses, je peux aller dans ce fichier-là, puis faire des modifications pour voir le résultat. Donc, la prémisse ici, c'est j'ai différents fichiers qui ont été installés, là, mais nous autres, on va juste aller travailler dans un seul fichier, okay, qui va être le fichier de notre application. Donc, ce fichier-là se retrouve automatiquement dans un sous-dossier qui est le sous-dossier de source, le sous-dossier SRC. Donc, dans notre dossier de notre projet que j'ai créé avec mon npm create vitatlates myview app-template React, on a le dossier SRC. Puis dans ce dossier-là, il va y avoir un fichier que nous, on va travailler avec qui va être le fichier app.jsx. Donc la prémisse, c'est que cette page web-là est créée par le code qui est écrit ici. Là. Donc, si je peux voir ici, là, ça dit edit, source, blablabla, and save to test. Je peux voir ici, le texte, il est écrit ici. Là. Fait que si, mettons, je rajoute des points d'exclamation, puis là, on a une différence majeure avec Express. Quand le serveur est en cours d'exécution, puis que je sauvegarde mon élément, je peux voir que lui, il voit que j'ai fait une modification, puis il va venir modifier la présentation de manière automatique, de manière dynamique. Donc, on peut voir que les modifications que je veux faire vont avoir un impact direct quand je travaille avec React. Donc, on a la prémisse ça c'est comme notre Hello World. Là, il y a plein de choses qui se passent à l'intérieur de ce texte-là, de ce code-là. Là. Donc, on va aller
le voir en long et en large. Mais quand j'ai terminé, puis je veux arrêter, je peux retourner dans mon terminal, arrêter l'exécution de la même manière qu'avec Express en pesant sur CTRL-C. Puis avec le CTRL-C, ça l'arrête l'exécution. Donc là, le programme, il est déjà fait, il est déjà créé, il est déjà installé. Donc si je veux être capable de le réexécuter, j'ai juste à retourner dans le même dossier, donc être certain que c'est le dossier de mon projet. Puis, il faut que je reroule le npm run dev. Juste la dernière commande est nécessaire pour être capable d'avoir la page qui est dynamique puis qui est disponible. Donc, on a cette prémisse-là de comment est-ce qu'on fait pour faire nos différents éléments. Tout se passe à l'intérieur de ces fichiers-là ici. Donc, nous, on a le app.jsx qui nous donne ce rendu-là pour l'instant. On va aller voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ça. Fait que, on va aller voir comment créer un component. Ici, on est en train d'aller lire cette section-là de la documentation de React. Donc, la prémisse de React, c'est qu'il utilise un terme puis un concept qui est comme fondamental à son utilisation, là, qui est le principe de components, des composantes, pour être capable de, quand j'ai une page web ou quand j'ai une application web, ici j'ai la page web au complet, mais à l'intérieur de cette application, de cette page web-là, il y a différents éléments. Hein? On peut voir ici qu'il y a le contenu de la page précisément, mais on peut voir qu'à gauche, on a un menu qui est comme toujours là. Puis, en haut de la page, j'ai comme un petit lien là, qui me dit comme où c'est que je suis rendu dans la documentation. Fait que la prémisse ici, c'est que les components, ça nous permet de déconstruire la page complète en ayant des sections qui sont séparées. Puis, à l'intérieur des sections séparées, on est capable de prendre ce code-là. Mettons ici, on a un menu, puis après, tu as des sous-composants du menu, puis de prendre chacun de ces éléments-là, puis de pouvoir les décortiquer comme si c'était des modules, là, comme si c'était des éléments que je peux réimporter, que je peux réutiliser, pour ne pas avoir à réécrire plein de fois le même code, la même présentation, le même code HTML pour une page. Donc, un des éléments fondamentaux de React, c'est de bien comprendre comment fonctionnent les components, à quoi ils servent, puis après ça, d'être capable de les utiliser dans nos applications de React. Fait qu'on a ici un petit exemple où c'est que c'est le même principe. On a des différents éléments, puis à l'intérieur, on a, mettons, un article, un header, puis des listes, et ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que on a ça ici, c'est des éléments comme HTML qui permet de décrire c'est quoi l'architecture de la page. Ben, React va marcher de la même manière. Où c'est qu'on va avoir une structure qui va être représentée, mais à la place de représenter des éléments fins, des éléments de petit niveau, là, un titre, un paragraphe, ça va représenter des blocs complets qui vont nous permettre de balancer ces blocs-là un peu partout. Fait que quand on va regarder, mettons, la page courante, là, quand je vous disais, la page courante, c'est un élément principal dans lequel on a la barre de navigation, dans lequel on a la barre de recherche, dans laquelle on a le contenu de la page. Dans le contenu de la page, il y a la table de
le table of contents, la table de contenu. Puis après ça, il y a le restant de la page. Donc, on a cette structure-là. Puis là, la prémisse, c'est que j'ai juste à faire ce code-là de navigation. J'ai juste à le faire une fois. Hein? Puis après ça, je vais pouvoir l'utiliser partout ailleurs. Donc ça va être comme dans son propre fichier ou en fait dans son propre component qui va nous permettre de le réutiliser facilement à d'autres endroits dans notre page, à d'autres endroits dans notre application, à d'autres endroits dans notre site web. Nous, on ne jasera pas parce que ce n'est pas un cours de purement web, là. On ne jasera pas de comment mettre les choses nécessairement belles. Hein? Donc, on ne parlera pas nécessairement de CSS, on ne parlera pas de template, de visualisation. Ce n'est pas les choses qui sont pertinentes dans ce cours-ci. Nous autres, on va juste voir qu'on peut réutiliser du code pour avoir de l'information. Puis après ça, là, ça serait des programmeurs web qui viendraient derrière travailler avec ça. Fait qu'on va aller regarder un peu la prémisse de c'est quoi un component pour être capable de bien comprendre qu'est-ce que ça implique. Donc, le principe d'un component, c'est un concept. Hein, donc, c'est une manière de découper notre application en différents blocs qui vont être réutilisables. Mais c'est aussi une syntaxe, une manière d'écrire qui est formelle. Donc, la librairie de React, quand moi je veux représenter un component, il faut que je décrive ça d'une manière qui est très, très, très précise. Donc, les components dans React, comment est-ce qu'on écrit ça? Il va y avoir deux éléments fondamentaux pour avoir des components dans React. Donc, la première, c'est que le component, ça va être une fonction qui va avoir comme nom de fonction la première lettre comme une lettre majuscule. Donc, c'est dans la standardisation dans React, quand je fais des components, c'est que je fais des fonctions qui vont avoir comme nom de fonction la première lettre en lettre majuscule. OK? Donc, c'est cet élément-là. Après ça, il peut y avoir plein de choses. Il peut y avoir des calculs, il peut y avoir aller chercher des informations d'autres places. Pour l'instant, on va faire fi de tout ça, mais c'est une fonction JavaScript. Fait que quand c'est demandé d'être affiché, le code est exécuté. Mais qu'est-ce qui va terminer une fonction qui représente un component? Ça va être le retour d'une partie qui ressemble à du HTML, qui s'appelle en fait du JSX. Donc, quand on a une fonction en React avec une lettre majuscule, puis on a un return de ce qui ressemble à du HTML avec les balises, avec les plus petits, puis les plus grands, puis les slash, c'est ça un component en React. Fait que la prémisse, c'est que ça ici, c'est un exemple avec juste une image. Il pourrait avoir d'autres informations à l'intérieur du component. On va aller les voir tantôt. Fait que ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon, ça, c'est bon. Puis, qu'est-ce qui va être intéressant, c'est que une fois que j'ai un exemple de mon component, hein, donc ici, je l'ai ici, là, le même, la fonction avec le profil. Pour l'instant, il y a du texte qui est marqué Expert Default. Là, on va faire fi de ça pour l'instant. Nous autres, on va juste vivre à l'intérieur d'un seul fichier. Fait que cet élément-là ne sera pas important pour nous. Là. Donc, on a le component profil qui représente une image avec un lien puis avec des informations. Fait que quand va venir le temps de vouloir utiliser ce component-là? Ce qui va se passer, c'est dans un autre emplacement d'affichage, une autre partie du component de notre application, ben, il va y avoir des éléments en HTML, puis on va utiliser le nom du component comme si c'était une balise HTML. Fait que là, React
ce qu'il fait en ce moment, c'est qu'il affiche le gallery. Puis dans le gallery, on a une section qui commence avec un en-tête qui dit Amazing Scientist. On peut voir ici Amazing Scientist. Ici, si mettons, je décide de changer le texte, n'oubliez pas qu'on peut changer en tout temps les éléments. Hein? Puis si tu as fait une erreur que tu ne sais pas quoi faire, tu peux toujours cliquer sur Reset, puis ça va reprendre le texte original. Donc, on a le Amazing Scientist qui est ici. Puis là, ici, ce qu'on voit, c'est que ça l'utilise 3 fois le component profil qui a été spécifié plus haut. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il va faire? Ben, il va faire l'affichage de 3 profils, un à la suite de l'autre. Donc, ce principe-là d'être capable de réutilisation, c'est vraiment ça qui est au cœur de React, puis qui nous permet de faire des choses intéressantes. Puis, on va pouvoir être capable de avoir plusieurs niveaux d'imbrication. Hein? Fait qu'ici, mettons qu'on reprend l'exemple de notre page, hein, on a la page principale elle-même qui va être un component. À l'intérieur de cette page-là, on avait vu qu'on avait le sidebar, qui est son propre component. Puis à l'intérieur de celui-là, il y a sûrement menu principal, qui est son propre component. Puis à l'intérieur de ceux-là, il y a d'autres sous-menus qui sont à leur tour leur propre component avec les informations. Fait qu'on peut vraiment décortiquer une page, puis être capable de la programmer plutôt que de faire un paquet de fichiers HTML qui vont avoir de la misère à être updatés, de la misère à être générés automatiquement, et ainsi de suite. Non seulement ça, mais puisque c'est pas du HTML, hein, c'est du JavaScript, on va être capable de faire toutes les transformations, tous les calculs qu'on pourrait vouloir faire avant de commencer à afficher la page. Comme ça, on va pouvoir avoir les informations de sources externes. Hein? Là, on peut commencer à penser, ben oui, on va avoir un serveur. Le serveur, je vais pouvoir faire une requête. Il va pouvoir me donner de l'information. Je vais pouvoir prendre cette information-là, puis l'afficher d'une manière qui est visuellement agréable. Fait que si on revient dans notre petit test pour être capable de voir comment ça fonctionne cette affaire-là. Donc, en ce moment, on a un component, okay, qui est le component app, qui est le component principal. Donc, c'est notre application, c'est celui-là qui va être utilisé par défaut. Donc, moi, si je veux changer quelque chose, je vais pouvoir le faire là-dedans. On va retourner sur notre page de site. Puis, on va essayer juste de reprendre ce qu'on vient de voir, puis essayer de l'appliquer dans notre page, voir si ça fonctionne. Fait qu'ici, je vais juste reprendre littéralement le code. Puis, je vais essayer de l'insérer quelque part là-dedans. Fait que j'ai une première fonction de component, j'en veux une deuxième. Fait que je me fais une fonction profil. Fait que là, je peux voir que fait que là, encore une fois, là, je suis dans mon une application que j'ai créée tantôt avec mon npm create. J'ai parti le serveur. Quand j'ai parti le serveur, il m'a donné une adresse à laquelle je peux aller voir le résultat de ce site-là, de cette application web-là que j'ai créée. Puis, si je commence à faire des modifications, comme là, ici, on avait, mettons, je change le edit pour marquer patate à la place. On peut voir le résultat est modifié. Puis là, ce que je viens de faire, c'est que je viens de créer un nouveau component, mais il n'apparaît pas encore dans la page. Pourquoi? Parce que le component qui est ici, ce n'est pas lui qui est en ce moment affiché. C'est le app qui est affiché. Pourquoi est-ce que c'est le app? En fait, ça se passe à la fin, là. On a ici, ça c'est du JavaScript de module, ce n'est pas des choses que nous, on va aller voir en détail. Là. Mais en gros, ça dit, voici notre application qui va être présentée. Comment est-ce que je fais pour travailler avec ça? Ben, c'est cette affaire-là qui décrit telle chose. On va aller voir un peu comment ça fonctionne dans un instant, cette affaire-là.
Mais nous autres, j'ai un profil qui est derrière, que j'ai créé, mais que je n'ai pas encore utilisé. Fait que là, si on veut l'utiliser, si on veut l'avoir, c'est le même principe ici. Je l'ai créé, mais il n'est pas encore utilisé. Là, pour l'utiliser, lui, dans la galerie, qu'est-ce qu'il a fait? C'est qu'il a utilisé le nom du component comme si c'était un tag JavaScript. Pardon, un tag HTML. Fait que moi, je vais faire la même chose. Je vais venir l'insérer ici. Fait que j'ai des logos dans des images. Fait que je vais essayer de rajouter le profil ici. Puis là, si je vais voir, là, la problématique, c'est qu'il n'y a pas. Es-tu capable de voir l'adresse? Ou il ne me laisse pas? Ici, je pense que l'adresse. Il ne me laisse pas faire ça direct. On va prendre un autre URL juste pour avoir. Parce que ici, je suis en train d'essayer de voler le bandwidth du site de Imager. Là, fait que sûrement qu'ils n'aiment pas ça. On va juste te donner un placeholder. Et voilà. Fait que ici, ça ici, cette image-là, c'est littéralement juste un 150 par. C'est juste un carré gris, là, juste pour représenter l'image. Mais là, qu'est-ce qui est intéressant, c'est que j'ai utilisé le nom du component que j'ai créé, puis ça a eu un impact sur mon application. Puis si je veux en avoir, si je veux réutiliser ce component-là, je peux réutiliser l'appel du component dans l'utilisation de la page. Fait qu'on a validé, qu'est-ce qu'on vient de voir dans la documentation, qu'on est capable de créer un component. On ne sait pas trop encore qu'est-ce que je mets à l'intérieur, là. Okay, mais on est capable de créer le component, qui est une fonction avec la première lettre du nom de la fonction en majuscule. Puis une fois que le component est créé, je vais aller derrière, être capable d'utiliser ce component-là comme un tag HTML, puis avoir cet élément-là qui est imbriqué dans la présentation de ma page web. Excellent. Donc, nous, on n'ira pas travailler avec l'importation et l'exportation de components. On va juste toujours faire dans le même fichier. On ne fera pas des applications assez grosses pour être capable de demander autrement. Fait qu'on va aller voir c'est quoi les éléments qui sont à l'intérieur de notre return, là, ici. Donc, on va aller jaser du JSX. Donc, le JSX, c'est du JavaScript spécial, okay, ce qu'on appelle une extension de syntaxe, qui permet d'écrire ce qui ressemble à du HTML à l'intérieur de fichiers de JavaScript. Parce qu'habituellement, tu n'es pas supposé être capable d'écrire directement du HTML à l'intérieur de JavaScript, parce que c'est deux langages différents qui ne se connaissent pas. Fait que c'est pas supposé être mixable facilement. Fait que la prémisse, c'est que le HTML, c'est un langage basé sur des balises. Donc, je pense que vous en avez touché un petit peu de HTML préalablement. Là, si, est-ce que c'est une confirmation quelconque? Un petit peu, ouais, c'est ça. Là. Fait que, on n'ira pas. C'est pas rien de trop nouveau non plus. Là, fait que. Dans le sens qu'on n'ira pas très loin dans du HTML. Là, fait que des paragraphes, des liens, c'est pas mal qu'est-ce que nous on s'attend de savoir. Donc, on veut représenter cette forme-là de description de choses, mais nous, on veut l'avoir dans du JavaScript. Fait que on va être capable d'avoir directement
des bouts de faux HTML, qu'on appelle le JSX, à l'intérieur de notre programme, à l'intérieur de nos différentes fonctions, en fait, de nos components en React. Donc, le principe, c'est que la majorité des choses qu'on connaît en HTML peuvent être réécrites directement en JSX, mais il y a certaines conversions ou certaines subtilités qu'on va regarder ensemble. Fait qu'on a ici la prémisse de j'ai du HTML, puis là, quand moi j'ai un component, le but du component, c'est d'être capable de retourner du JSX. OK? Fait que pour bonne mesure, là, habituellement, la convention, c'est de retourner. Tu mets ça entre parenthèses parce qu'habituellement, tu vas avoir plusieurs lignes, là, puis des fois, ça va casser si tu ne mets pas les parenthèses. Fait que tu returns quelque chose qui est entre parenthèses, puis qu'est-ce qui est entre parenthèses, c'est le JSX. Fait que là, ici, en ce moment, j'ai une image, mais si je voulais, je pourrais changer ça à un en-tête. Puis là, si je regarde mon résultat, ben, je peux voir que moi, j'avais deux images, les deux images qui sont ici. Puis après ça, là, moi, j'ai invoqué le component que j'ai créé plus haut. Puis le component que j'ai créé plus haut, c'est un en-tête H1, un header 1, qui fait donc que ça se répète deux fois. Puis si je le change, mettons, je décide de mettre ça en paragraphe à la place, ben, ça leur change pour que ça soit un paragraphe. Fait que le but du component, c'est d'être capable de possiblement calculer des choses, mais ultimement de retourner du JSX. Donc, le but du component, c'est de représenter une partie de mon application. Dans la syntaxe, j'ai une fonction qui commence avec une lettre majuscule. Puis dans l'exécution, j'ai un retour qui va retourner du JSX. Donc, je ne peux pas retourner une structure de données, je ne peux pas retourner n'importe quoi. Je ne peux que retourner du JSX, qui est du simili HTML. Fait qu'on va aller voir c'est quoi les problématiques, les éléments aussi qu'il faut faire attention quand on convertit notre HTML en JSX. Là. Donc, si on essaye, donc ici on a un exemple là, où c'est qu'on a le header 1, on a une image, on a une liste, puis à l'intérieur, on a des éléments d'une liste. Ça, c'est le UL, c'est pour le unordered list. Là, on a des list elements. Fait que si je veux mettre ça dans un component, ben, le principe, c'est que ma première idée, c'est, ben, tu m'as dit que je peux mettre presque du HTML, fait que je vais copier ça, et je vais le copier ici. Fait que si on fait juste une copie des choses, on va avoir une erreur. OK? Donc, l'affaire, c'est que du JSX, c'est pas exactement du HTML. Il y a 2 ou 3 règles de plus qu'il faut suivre quand on utilise du JSX à la place du HTML. Donc, la première règle, c'est qu'on doit retourner seulement un élément à la racine. Donc, si on regarde notre HTML qu'on avait, là, on a 1, 2, 3 éléments qui sont comme au même niveau. Là. Puis après ça, tu as des éléments qui sont imbriqués. Ben, avec le JSX, tu n'as pas le droit de faire ça. Si, mettons ici, on avait la problématique suivante.
on va aller la voir. Donc ici, j'ai la problématique. J'essaye de retourner quelque chose qui a deux éléments au même niveau. Il a un niveau de base, le niveau de racine, qu'on appelle le root du JSX. J'ai pas le droit de faire ça. Fait qu'on peut voir que ça me donne une erreur, il n'est pas capable de l'afficher. Donc, pour résoudre cette première problématique-là, on peut le mettre à l'intérieur d'une balise englobante. Donc, quand on a les divs me permettent de mettre des choses à différents niveaux. Fait que je peux mettre un div. Ici, si on l'indente juste pour bonne présentation. Là, à ce point-là, ça fonctionne. Puis, si je m'en vais voir le résultat de ma page, je peux voir ici le résultat, un titre, ceci est un titre, ceci est un titre, qui est répété 2 fois. Fait que, il faut absolument que le niveau de base, le niveau de racine, le root, soit avec un seul élément. Avec le JavaScript, on a aussi la possibilité de ne juste, quand on veut avoir juste un élément, là, on n'est même pas obligé de pas avoir de div. Puis ça fonctionne pareil. Donc, on a ici la possibilité d'avoir ce qu'on appelle un fragment, là, qui est juste comme un div vide. Hein, puis ça permet de juste avoir un élément à la racine pour respecter la première règle. Derrière, il y a des raisons là, techniques pourquoi est-ce qu'il faut faire ça. Ce n'est pas important de comprendre ça. C'est juste qu'il faut suivre la règle. Quand je retourne le JSX, hein, qui est le but de mon component, je dois avoir des éléments derrière. Deuxième chose, quand on travaille avec du HTML, on n'est pas capable, on n'est pas obligé de fermer chacun des tags. Donc, si on regarde notre élément qu'on avait initialement là, dans du HTML, juste un tag d'image, j'ai pas besoin de le fermer, hein, j'ai pas besoin d'avoir le image, puis c'est du HTML qui est valide. En JSX, je n'ai pas le droit de faire ça. Je n'ai pas le droit d'avoir des tags qui ne sont pas fermés. Donc, la deuxième règle du JSX, c'est qu'il faut absolument fermer toutes les tags, soit que c'est un tag qui se ferme lui-même. Donc, on a la possibilité hein, d'utiliser ça. Donc, ça ici, c'est synonyme à avoir écrit quelque chose de même, où c'est que tu as le début du tag puis tu as la fin du tag. Ben, on peut juste avoir le tag avec le slash directement après. Là. Donc, quand j'ai une image, il faut que je le mette dans ce qu'on appelle un self-enclosed tag. Ou quand j'ai des éléments, il faut absolument que je le modifie puis avoir des tags fermants. Donc, même si dans la version originale, je remonte à la version originale, les LI n'avaient pas besoin d'avoir d'éléments fermants. En JSX, c'est obligatoire. Donc, il faut que tous les tags qui s'ouvrent aient un élément fermant. Dernière chose qui va peut-être arriver quand on travaille avec le JSX, c'est quand on utilise des propriétés dans nos tags. Donc, ici, on avait la propriété classe, admettons, qui allait être utilisée pour du CSS ou différentes autres versions. Le mot classe est réservé en JavaScript, fait que je ne peux pas l'utiliser directement. Donc, c'est le mot class name qu'il faut utiliser à la place. Donc, il y a des petites tables aussi que tu peux aller voir si ça fonctionne ou pas. Ce n'est pas des choses que nous, on va utiliser, parce que, comme j'ai dit, nous autres, on va utiliser le HTML
pas mal à son minimum. Fait qu'il existe des convertisseurs automatiques, là, si vous prenez du HTML puis vous voulez le convertir. Fait que ça existe pour se faciliter la vie. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Fait qu'on a la prémisse d'être capable d'avoir des éléments qui sont en component. Les components vont avoir comme retour du JSX. Hein, donc, c'est ce qu'on vient de faire ici. On a notre élément qui est à l'intérieur de son propre root, un seul élément root, puis après ça, moi, je peux avoir plusieurs éléments, puis là, je peux en avoir autant que je veux, autant d'imbrications que je veux derrière. Donc, on a cette prémisse-là qui vont être présentes. Parfait. Dernier élément de la journée. Après ça, on va se donner un petit exercice à faire. On a les curly braces. Donc, souvent, à l'intérieur de notre JavaScript, on va vouloir représenter des valeurs. À l'intérieur de notre JSX, on va vouloir représenter des valeurs qui vont avoir été calculées. Fait que, mettons ici, je me crée une constante, OK, une variable qui va être un résultat d'un calcul quelconque. OK? Puis là, moi, j'aimerais ça avoir le texte, la valeur x est égale. Puis là, j'aimerais ça écrire x, mais que ça soit le résultat de notre calcul. Donc, comment est-ce que je fais pour être capable de, dans notre JSX, avoir une évaluation d'une variable, d'une valeur, de quelconque? Donc, pour être capable de faire ça, on va avoir l'utilisation d'accolades. Okay? Donc, les accolades à l'intérieur de JSX. Donc, faire attention, là, parce que là, on a comme le JavaScript, hein, puis là, on a le JSX. Donc, à l'intérieur de JSX, si j'utilise des accolades, ça ne sera pas le texte qui va être utilisé, mais l'évaluation de cette expression-là, comme si c'était une expression en JavaScript. Donc, si je reprends notre exemple ici, où je me suis fait une variable, ben, je peux dire, ça ici, je vais mettre ça entre accolades. Puis, quand je regarde le résultat, ça dit la valeur x égale, ça c'est textuel. Mais quand je mets le x entre accolades, ce qui se passe, c'est qu'il sauvegarde l'information. Ben, il va aller prendre l'information de la variable, puis va aller l'afficher. Si je voudrais avoir plus de choses, je peux avoir d'autres expressions. Hein, donc, je peux avoir une expression qui va être évaluée, puis ça va être le résultat de cette évaluation-là qui va être utilisé ici. Puis à partir de là, il peut y avoir un paquet d'autres possibilités, comme si on reprend la prémisse de, mettons, j'ai une liste de valeurs. Allô? Salut. Bonjour. Ben, je peux utiliser autant d'informations que je veux. 6, 7, mettons. Hola, et non whole. Whole! Hop là. Puis on peut voir ici, donc, le principe de l'évaluation va chercher une structure de données quelconque, je veux accéder à un élément, j'utilise plein d'éléments qui sont calculés, puis ça me donne le résultat qui est
affiché dans mon programme. Parfait. Donc, ça c'est bon, ça c'est bon, ça c'est bon. Je pense que c'est pas mal ça pour celui-là. Puis, hein, donc on peut vraiment utiliser n'importe quoi. On pourrait même utiliser le résultat d'une fonction. Hein? Donc, si je me fais une autre fonction, donc là, puis ça veut dire que je peux avoir d'autres fonctions qui ne sont pas des components. Hein? Donc, notre fonction tantôt de génération de nombres aléatoires, je pourrais l'avoir. On pourrait même mettre select color ici, où c'est que je mets mon tableau dans cet élément-là. Je reçois un i. Puis là, moi, je retourne le A là de i. Et là, à partir de là, moi, je peux utiliser cette fonction-là directement à la place. Hein, donc, même à l'intérieur des curly braces, hein, c'est comme une partie de JavaScript qui va être exécutée. Là. Fait que je peux directement utiliser une fonction que j'ai faite, okay, avec des paramètres, avec des informations que j'ai calculées préalablement. Lui, il va tout faire ça, il va prendre le résultat final, puis il va venir comme l'insérer dans cette partie de JSX-là. Fait que le JSX peut avoir des informations dynamiques, des informations qui est une expression qui est évaluée avec les curly braces. Donc, il faut faire attention, c'est à être utilisé à l'intérieur du JSX. Donc, c'est seulement à l'intérieur des éléments qui sont à l'intérieur de comme balise faux HTML. Là. Je ne peux pas l'utiliser ici. Là. Ça fait pas le même sens. Parce que là, ici, on est dans la partie JavaScript. Donc, faire attention, les curly braces, c'est seulement à être utilisé à l'intérieur de la partie JSX. C'est bon, il y a d'autres éléments avec le reste, mais c'est des choses que nous, on va aller voir avec notre petit exercice. On va aller chercher. Donc, on a un petit exercice à faire avec ça. Donc, un peu comme pour l'autre exercice avec Express, cet exercice-là, ça va être un exercice qui va être évalué. Là, j'ai pas mis la bonne date. Attends une seconde. Dans une seconde. Je vais voir que c'était pas la bonne date pour la remise. Excellent. Donc, si vous allez dans la section des devoirs, on a le deuxième devoir qui va être à remettre dans 2 semaines. Donc, vous pouvez le compléter aujourd'hui, puis il va y avoir une petite modification à faire la semaine prochaine dessus. Donc, on peut aller regarder ce résultat-là. Donc, on réutilise les citations. Okay? Donc, on va réutiliser le fichier de citation, puis on va vouloir créer un peu une version de page web de notre élément. Donc, on a le fichier de citation. Encore une fois, tu peux aller le chercher. Ici, copier. Je peux venir l'insérer dans mon projet, comme j'avais fait la dernière fois. Donc, je peux le mettre ici avec quote. JSON. Je peux venir le mettre à l'intérieur. Puis là, le but, c'est d'être capable d'avoir à l'intérieur de notre page 3
citations, qui sont aléatoires. Donc, quand tu refreshes la page, cette page-là change les citations. C'est pas grave ici si le background n'est pas le même. Là. Je veux juste la citation avec l'auteur à l'intérieur. Pour être capable d'importer, on peut utiliser le code qui est fourni ici. Donc, je peux reprendre dans mon app. Je peux importer ici quotes directement. Puis là, je vais pouvoir utiliser les quotes comme on a vu. Fait que, mettons ici, on reprend notre exemple où c'est que on va aller chercher dans quotes. On va aller chercher l'auteur. Donc, j'ai mis dans mon fichier SRC, donc faire attention, là, le quotes.json, il faut qu'il soit dans le fichier SRC à la même place que toi de ton app.jsx. On a l'importation du fichier pour qu'il soit utilisé. Puis après ça, ben, je peux l'utiliser comme j'utilisais au niveau d'Express. Ça, c'est la structure de données avec le tableau et ainsi de suite. Donc, je vois ici le résultat qui est disponible. Donc, moi, ce que je veux faire, c'est je veux être capable d'avoir une page web qui va avoir à l'intérieur trois citations avec 3 auteurs. Puis, quand je rafraîchis la page, les citations changent à chaque fois. Donc, vous pouvez réutiliser la technique que vous avez utilisée pour trouver une citation de manière aléatoire de votre programme d'Express, mais il faut que ça soit visible sur la page web directement. On va avoir donc 2 semaines pour faire ça. On va aller regarder la semaine prochaine des éléments qu'on va pouvoir rajouter dans le projet pour aller chercher plus de points possiblement. Mais dès aujourd'hui, vous devriez être capable de créer une application web qui va être capable d'avoir des components. Donc ça ici, c'est un component qui est répété 3 fois dans notre application principale. Un peu comme qu'est-ce qu'on vient de faire avec, comme qu'est-ce qu'on vient de faire avec les annotations. Monsieur, s'il vous plaît, Oui. Est-ce que c'est les éléments dans les citations qui changent ou bien l'emplacement des citations? Parce qu'ici, il y a 3 citations. Est-ce que c'est les écritures qui sont dedans qui vont se changer ou Oui. bien les Donc, places? ça ne sera plus la citation d'Abraham Lincoln, ça ne sera plus la citation de Benjamin, ça ne sera plus la citation de Mayou. Ça va être 3 autres citations de 3 autres auteurs. Est-ce que ça répond à ta question? Ou est-ce que vous pouvez encore m'expliquer en vous? Est-ce que on va vraiment varier les citations ou bien les citations restent dynamiques et il y aura encore une autre citation? Mais ça, quand je rafraîchis la page, Oui. je veux qu'il y ait 3 nouvelles citations qui vont avoir été sélectionnées de manière aléatoire. C'est pas c'est là d'autres encore, à chaque fois. À chaque fois que je rafraîchis la page, ouais. OK. All right. Fait que on a ça à commencer à travailler cette semaine. On va aller voir la semaine prochaine d'autres éléments aussi. Ça va vous permettre de comme setuper le projet, être certain que ça roule, commencer à regarder comment ça fonctionne, les différents components. Donc, comme d'habitude, la deuxième partie du cours va être utilisée pour travailler là-dessus. Pour la première partie, je vais arrêter l'enregistrement, fermer le Zoom pour avoir la vidéo, mettre ça sur YouTube le plus rapidement possible, puis après ça, réouvrir la séance pour la partie pratique. Juste avant qu'on termine,
un petit rappel, on a décidé au début de la période de décaler les prochaines séances. Donc, à place de commencer à 13 heures pour les prochains vendredis, nous allons commencer à 13h30 et terminer 30 minutes plus tard pour garder le même temps de période. Ok, Oui. c'est une autre question concernant l'autre TP qu'on avait déjà déposé. On a comme code et code ID et l'autre qui affiche, on travaille avec les fonctions random, elle affiche les messages aléatoirement. Dans cet exercice-là qu'on avait fait, l'ordre des priorités et les priorités, elle est très importante. Parce que quand on commence par code, le premier et après on met random à la fin, ça va bugger le programme, ça va pas bien marcher. Il faut que ça soit, oui. Mais cela est dit à quoi? Parce que c'est à chaque fonction random qui si elle est accompagnée d'autres fonctions qu'on les met en priorité ou bien. Donc, la prémisse, c'est si, là ici je reprends tantôt l'exemple, celui qu'on a avec Mongo, là, mais c'est pas le même principe. Quand on a des routes, OK? Ouais. Puis, OK. Fait que la prémisse générale, c'est que quand je fais une requête, lui, il va aller les tester comme si c'était un if puis des else if. OK. Donc, dès qu'il y en a un qui fonctionne, il va aller faire ce bout de code-là. Fait que si, un peu comme avec des if et des else if, si tu as deux cas qui sont semblables, mais qu'il y en a un qui est plus général puis un qui est plus spécifique, tu dois mettre le plus spécifique en premier. OK. Parce que si, admettons, je marque quote/random, puis que ça, c'était plus haut, ben lui, il va aller les tester. Est-ce que quote/random, ça marche avec cela? Non, cela, c'est juste quote. Est-ce que quote/random, ça marche avec lui? Oui, parce que c'est quote/ n'importe quoi. Oui. Fait qu'il va aller faire celui-là. Parce qu'il est fait comme si c'était un gros if avec des else if. Ah, OK. Je comprends. Donc, c'est pour ça que tu mets les plus spécifiques en premier, puis les plus généraux par la suite. Merci. Excellent. Excellent. Donc, comme d'habitude, je vais arrêter l'enregistrement, fermer le Zoom, prendre un petit 10 minutes à voir la vidéo, mettre ça sur YouTube, réouvrir le Zoom, et le restant de la période est là pour que vous puissiez venir si vous avez des problèmes pour l'installation, le premier projet, des problématiques avec le problème à faire. Sinon, ben, on se revoit à 13h30 la semaine prochaine.